Et voilà, donc ceci est la dernière leçon de révision des fractions. Et comme tu vois, on va travailler sur le thème de l'addition des fractions. Addition des fractions qu'on a déjà abordé dans la séquence introductive. On a déjà analysé cette petite règle ici qui est tout à fait fausse, mais on a vu qu'elle correspondait à une certaine logique. J'y reviendrai donc dans quelques minutes. Rappelle-toi que toutes les expressions qui sont sur cette image sont fausses. Surtout, n'essaye pas d'en retenir. Ça serait la pire des choses. Voilà, alors pour aborder l'addition des fractions, je te propose de repartir des petites formules qu'on a vues jusqu'à présent et on va insister ici plus particulièrement sur la première qu'on a obtenue qui est toute simple, qui dit que la division par un nombre revient multiplié par l'inverse de ce nombre. Voilà, mais avant de passer à l'addition des fractions, je voudrais te parler des fractions qui contiennent des nombres négatifs. Quand on parle d'addition, souvent il faut tenir compte de la soustraction, c'est-à-dire de l'addition de nombres négatifs. Et donc je vais ici te dire un petit mot sur les fractions qui contiennent des nombres négatifs. Ces fractions-là peuvent poser des problèmes conceptuels, on va le voir ici par exemple en résolvant le petit problème mathématique suivant. Je te propose de calculer la valeur de x, sachant que moins 2 fois x, c'est égal à 3. Pour résoudre ça, on va y aller progressivement. Je vais multiplier par moins 1 à gauche et à droite, de manière à ce que le moins par moins me donne plus ici. Il me restera donc 2x, et le moins ici me donnera moins 3. Ok? Donc voilà, j'aurai 2x qui sera égal à moins 3. Autrement dit, le moins peut passer ici sans problème. Voilà qui est fait. Et puis je vais diviser par 2 à gauche et à droite, de manière à ce que le 2 se simplifie ici et se retrouve ici, bien sûr, au dénominateur. Après division par 2, je trouve donc que x vaut moins 3 demi. Tu es d'accord? C'était pas bien compliqué, tu avais sans doute vu ce résultat d'emblée. Mais si je te le dis ici, c'est pour traiter ce petit signe moins qui, on va le voir maintenant, mais pose parfois problème. Par exemple, j'aurais pu résoudre notre problème ici, moins 2x égale à 3. J'aurais pu le résoudre directement en divisant par moins 2 à gauche et à droite. Si je divise par moins 2 à gauche et à droite, le moins 2 va se simplifier et je vois que x vaut 3 divisé par moins 2. Et 3 divisé par moins 2, il n'y a rien à faire, c'est une drôle de fraction. Rappelle-toi, je t'ai dit que la fraction de a sur b était un nombre, une quantité, qui représente le nombre de fois que b rentre dans a. Mais combien de fois moins 2 va rentrer dans 3? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que moins 2 peut rentrer dans 3? Voilà, c'est quelque chose d'abstrait. On se rend bien compte que quelquefois, les expressions mathématiques prennent des tournures qu'on ne peut plus vraiment interpréter. Et en fait, cette expression mathématique, elle n'a de sens qu'au travers des règles qu'on a établies ici. Parce que, effectivement, si je multiplie au-dessus et en dessous, ici, par moins 1, si je dis que c vaut moins 1, j'applique la règle ici qui dit qu'une fraction ne change pas de valeur si je la multiplie par le même nombre au-dessus et en dessous. D'accord? Donc je vais le faire. Si je multiplie par moins 1 en disant que c vaut moins 1, j'arrive à ceci. Là, j'ai donc moins 3. Ici, j'aurai moins 1 fois moins 2. Ça me donne 2. J'ai donc moins 1 fois 3 divisé par 2. Et moins 1 fois 3 divisé par 2, je peux le voir comme étant moins 1 fois 3 sur 2. Ouais, d'accord, le a, je peux le mettre en évidence. Le moins 1 qui est ici. Moins 1 fois 3 sur 2. Je sais que c'est moins 1 ici devant fois 3 sur 2. Et c'est comme ça que je vais l'écrire. Et le moins 1 ici, c'est bien que la multiplication par 1, autant l'enlever tout de suite. Il restera juste moins 3 demi, ce que je peux écrire ici. Et donc on voit que ce calcul-ci est tout à fait cohérent. Le résultat ici est le même que celui-ci. On a tout simplement appliqué les règles sur les fractions, comme on les a établies avec des nombres par défaut positifs. On peut appliquer tout ça avec des nombres négatifs, ça ne pose aucun problème. Et grâce à ça, on est capable d'interpréter ce genre d'expression-là. Combien de fois moins 2 rentre dans 3? On est capable de donner une réponse à ça, même si c'est totalement abstrait. Tu seras d'accord avec moi, Moins 2 rentre dans 3, combien de fois? Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, que 2 rentre dans 3, ça on le voit bien. Combien de fois 2 rentre dans 3? Une fois et demi. 1,5 fois 2, ça donne bien 3. Et ça, tu le sais, 3 demi, c'est bien 1,5. Voilà, on peut encore faire une petite remarque ici à propos des signes moins. Si je fais moins 5 sur moins 3, ça donne 5 sur 3. Pourquoi? Il me suffit de multiplier par moins 1 au-dessus et en dessous. Ça me donnera 5 sur 3, effectivement, 5 tiers.
Voilà, donc tu vois aussi que moins par moins donnera plus pour la division. C'est même plus correct quand de dire ça. Moins par moins, la division par un nombre négatif. Moins par moins donne plus. Voilà, c'est vrai pour la multiplication et forcément pour la division. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais à propos du signe moins. Donc à partir de maintenant, tout ce qui est addition, tu pourras aussi le considérer comme une soustraction. Ça reviendra simplement à ajouter un nombre négatif. Voilà, on va venir donc maintenant à l'addition. Voilà l'addition de deux fractions tout à fait quelconques, A sur B plus C sur D. Et voilà la formule qui était proposée. Alors on l'a déjà analysée, je vais y aller ici très brièvement. Cette formule est tout à fait cohérente si la fraction ici est interprétée comme les proportions de grosses billes qu'on voit ici. Par exemple, ici j'ai une grosse bille sur les 3, et je peux donc dire ceci pour la première fraction. Ici j'ai deux grosses billes sur les 4, voilà la proportion de grosses billes, 2 sur 4. Et quand on additionne les deux paquets de billes, on a bien 7 billes au total, dont 3 sont des grosses billes. Et si je fais 1 plus 2, pour le A plus C, 1 plus 2, ça me donne 3. Et si je fais B plus D pour le dénominateur ici, je ferai 3 plus 4, c'est-à-dire 7. 3 septièmes est bien la proportion qui est représentée ici. Et donc, il y a une certaine logique ici avec cette formule. Et on se demande pourquoi on ne peut pas la garder. Et pourtant, c'est une évidence. Tu es d'accord avec moi que le 2 quarts ici, c'est aussi un demi. On sait bien qu'on peut diviser au-dessus et en dessous par le même nombre. Regarde la formule qu'on avait ici. Si je prends E qui est égal à 2, j'obtiendrai un demi, bien entendu. Et je vais donc le faire. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Si j'applique cette formule-ci aux fractions que j'ai là, je vais obtenir 1 plus 1 pour le A plus C, et le B plus D, ça sera 3 plus 2. 1 plus 1, 2, 3 plus 2, 5. 2 cinquièmes. Or, on sait bien que 3 septièmes, ce n'est pas 2 cinquièmes. On comprend bien que cette formule n'est pas cohérente. Même si elle représente une certaine logique, une certaine réalité, il faut admettre que le plus qui est ici n'est pas une addition. Ce n'est pas ce qu'on appelle une addition de fractions. C'est une opération bizarre de combinaison de proportions. Une proportion de 1 tiers avec une proportion de 2 sur 4 me donne effectivement une proportion de 3 sur 7 quand j'additionne ces deux paquets de billes. Mais voilà, ce n'est pas ça ce qu'on appelle une addition de fractions. La fraction, il faut la considérer comme représentant une quantité. Ici, elles apparaissent, mais pas sous forme de quantité. Elles apparaissent sous forme de proportion. 2 billes sur 4, 1 bille sur 3. Voilà. Tout ça pour dire que il faut savoir avec quoi on travaille. Quand on travaille avec des fractions, tu dois savoir que ça représente des quantités. Et pour représenter une fraction comme étant une quantité, rien de tel que d'utiliser des tartes. Rappelle-toi, ton professeur, quand tu étais petit, tu as certainement étudié les fractions à l'aide de tartes. Voilà, donc l'histoire va changer maintenant. Le jeu de billes est terminé, c'est l'heure du goûter, et le petit garçon aimerait vraiment bien partager sa portion de tarte ici avec sa copine parce qu'il voit qu'elle en a un bien plus grand morceau. Lui n'a qu'un tiers de tarte, elle a une demi-tarte. Voilà. Et donc, il aimerait bien joindre les deux morceaux de tarte et les partager. Voilà. Le tout est de savoir maintenant quelle proportion de tarte j'ai ici, quelle fraction de tarte j'ai. J'ai une fraction de tarte d'un tiers de tarte d'un côté, d'une demi-tarte de l'autre. Je mets les deux morceaux ensemble. Quelle est la fraction de tarte que j'ai maintenant? Alors, tu vas me dire, pourquoi est-ce qu'on se pose autant de questions? Il suffit de prendre sa calculette, de taper un tiers sur ta calculette, tu vas avoir 0,33333. Jusqu'à l'infini comme ça, puis 1 demi, ça va être 0,5, tu vas additionner les deux et tu auras 0,8333333. Et donc voilà, ça c'est le résultat. Pourquoi se poser cette question? Pourquoi exprimer ici sous forme de fraction? Eh bien, c'est parce que c'est nécessaire. Les problèmes scientifiques demandent très souvent d'exprimer le résultat sous forme d'une fraction. J'ai une fraction de tarte qui est 1 tiers, j'ai une autre fraction de tarte qui est 1 demi. La somme de ces deux fractions devrait me donner une autre fraction de tarte. Et donc voilà, on s'impose ça, parce que des problèmes scientifiques imposent de donner le problème sous forme d'une fraction. Quelle est la fraction de tarte à laquelle correspond ici cette addition de ces deux morceaux de tarte? La réponse n'est pas évidente, c'est pourquoi je vais ici passer par un problème plus simple. Si je te propose à la place du tiers de tarte ici, si je te propose un quart de tarte, ça va donner quoi ça? Un quart plus un demi. Un quart de tarte plus une demi-tarte. On le voit tout de suite, t'es d'accord? On sait que le résultat, c'est 3 quarts.
Qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ça, tu penses? Ben, on a tout simplement vu la demi-tarte ici comme étant constituée de 2 quarts de tarte, comme je le montre maintenant. Et on a 1, 2, 3 quarts de tarte, c'était immédiat. Autrement dit, le 1,5, là, je l'ai changé en 2 quarts. C'est-à-dire que j'ai appliqué la petite formule qui est ici avec C qui vaut 2. Je multiplie par 2 à gauche et à droite, au-dessus et en dessous, pardon, et j'obtiens bien 2 quarts, 2 quarts. OK? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait ici, de manière complètement inconsciente. J'ai tout de suite vu dans ce dessin ici 3 quarts de tarte. C'est-à-dire que j'ai transformé le 1,5 ici en 2 quarts. Et je sais bien que 1 quart plus 2 quarts, 1 quart plus 2 quarts, eh bien c'est 3 quarts, tout simplement. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait inconsciemment, en donnant tout de suite la réponse 3 quarts, ça ne posait aucun problème. Voilà, alors ce que je te propose maintenant, c'est de généraliser cette formule-là. Qu'est-ce qu'on voit dans cette formule? On voit que la somme de 2 fractions qui ont le même dénominateur donne une troisième fraction avec le même dénominateur. Et au numérateur, je fais simplement la somme des deux. 1 quart plus 2 quarts, eh bien forcément, je peux mettre 1 plus 2 ici au numérateur. Ça donne 3 quarts. Voilà, et c'est ce que je propose ici. Alors voilà, je généralise tout de suite ceci. On va faire les choses sérieusement ici. Comment est-ce que tu pourrais démontrer cette expression en toute généralité? Tu peux te poser la question, tu peux éventuellement arrêter l'image pour répondre à ça, c'est un bon petit exercice. Mais voilà, je vais malgré tout enchaîner maintenant. Tu vas pouvoir répondre à ça grâce à notre petite formule ici qui dit que la division par un nombre, c'est la multiplication par son inverse. Et le A sur B ici, je vais le voir comme A fois 1 sur B. Le C sur B, c'est C fois 1 sur B. Et bien sûr, je sais que la multiplication est distributive par rapport à la loi d'addition, et je peux mettre la multiplication par 1 sur B ici en évidence. Il me restera à l'intérieur de la parenthèse A plus C. A plus C fois 1 sur B. Et bien sûr, je sais que la multiplication par l'inverse d'un nombre revient à diviser par ce nombre. Le passage de là à là, il est évident. Je sais que la multiplication par 1 sur B revient à diviser par B. C'est la fameuse formule qui est là en jaune, mais je la prends dans l'autre sens, comme tu peux voir. Voilà, donc la démonstration ici est évidente. Je suis sûr d'ailleurs que ce résultat-ci te paraissait tout à fait évident. Et pourtant, je peux t'assurer qu'il y a énormément d'élèves et d'étudiants, même en année d'université ou en grande école, qui font des erreurs sur ce type de formule. Un exemple, je vais prendre C qui est égal à B. Quand C vaut B, j'ai A plus B sur B. Quand on a ce genre d'expression dans une interrogation, un examen, on voit très souvent l'étudiant qui simplifie les B qui sont ici. Et sa réponse, c'est juste ce qui reste ici, c'est le A. Ou bien certains étudiants sont quand même un peu embêtés, ils se disent que la division de B par B, ici, ça donne 1. Donc on voit soit A plus 1. On a le choix. Mais forcément, c'est faux. On voit bien que si je vais dans l'autre sens, ici, si je dis que C vaut B, j'ai B sur B qui va apparaître ici, le voilà. Et B sur B, ça fait 1. Et donc on voit que le résultat, c'est A sur B plus 1, et non pas A plus 1 ou A tout seul. On voit bien que ceci est faux. Ce qu'on voit ici, quand on applique bien les formules, c'est que le B, il divise autant le A que le B qui est là. Et donc on a bien A sur B plus 1, B sur B qui vaut 1. Ok, donc voilà, je suis sûr que ceci était évident pour toi, et pourtant, il y a une certaine probabilité pour que tu tombes dans le piège ici, pour que tu sois tombé dans le piège. Maintenant, tu ne le feras plus, bien sûr, parce que tu sais très bien ce qui se passe maintenant, tu sais très bien interpréter les formules ici. On sait bien que le A va être divisé par B, autant que le B est divisé par B. Voilà, ceci était une petite parenthèse relative au type d'erreur qu'on fait. Par moment, comme ça, tout à coup, on perd pied, on ne sait plus ce qu'on fait, on va simplifier le B, on écrit quelque chose qui est totalement faux. Voilà, donc concentre toujours, toi bien sûr, ce que signifient les expressions, ne fais pas les choses à la légère, sache que l'écriture mathématique, là, elle signifie quelque chose de précis et que ça répond à des règles précises. Voilà, on va maintenant revenir à notre problème, donc je mets la petite formule ici, on en aura besoin tout à l'heure, tu vas voir. Et je reviens à notre problème initial. Combien vaut 1 tiers de tarte plus une demi-tarte? Alors, pour répondre à ce problème, je te propose de revenir sur ce qu'on a déjà observé. C'est que 1 tiers de 1 demi était égal à 1 demi de 1 tiers.
Rappelle-toi, on avait vu ça lorsqu'on a vu la division, lorsqu'on a vu les fractions de fractions avec la fraction au numérateur. Si je divise une grandeur par 2, une certaine quantité par 2, et que je la divise encore par 3, ben il me reste un sixième. Si je divise une grandeur par 3, et que je divise encore par 2, ben il me reste un sixième. Ceci est évident, on l'a clairement vu dans une des séquences de révision. Eh bien, je te propose de t'inspirer de ça. Tout simplement ici pour résoudre notre problème. Je te propose de diviser le tiers ici par 2, je vais prendre cette fraction-ci, pour obtenir des sixièmes de tarte. Je vais diviser ici, je vais faire l'opération 1 demi ici, je vais l'appliquer ici au tiers. Voilà, donc je vais le couper en 2, et donc j'ai bien 1 tiers divisé par 2 qui me donne un sixième. Ceci est un sixième de tarte, ça c'est un deuxième sixième de tarte. Très bien, et je te propose maintenant de faire la même chose avec le tiers qui est là. Si tu prends le 1,5 que tu le divises par 3, le 1,5 que tu divises par 3, bah, tu vas obtenir des sixièmes de tarte. C'est aussi simple que ça se voit tout de suite. Voilà qui est fait. Là, j'ai coupé le 1,5 par 3. Et je vois que 1,5, ben, c'est 3 sixièmes de tarte. Autrement dit, ici, le 1 tiers, ben, c'est 2 sixièmes. J'ai multiplié au-dessus et en dessous par 2. J'ai utilisé la petite formule qui est ici, avec C qui vaut 2. Et là, je vais multiplier par 3 au-dessus et en dessous, pour avoir 3 sixièmes, tout simplement. 2 sixièmes plus 3 sixièmes, eh bien forcément, c'est 5 sixièmes. Et je le vois tout de suite, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5 sixièmes. Voilà, c'est le résultat. 1 tiers plus 1,5, c'est 5 sixièmes. C'était moins évident, tu es d'accord? C'était moins évident à obtenir. On sait maintenant que ce résultat-là est certain, c'est 5 sixièmes. Et ça, on l'a fait tout simplement en exprimant les fractions avec le même dénominateur. Et ça, pour ça, on a utilisé cette astuce de multiplier au-dessus et en dessous la première fraction par le dénominateur de la deuxième fraction et multiplier au-dessus et en dessous la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Voilà. Alors ça, tu vas me dire, on n'en a pas eu besoin ici pour obtenir les 3/4 qu'on avait tout à l'heure. Si on avait 3/4 tout à l'heure, ben c'est parce qu'on a tout de suite vu ici que le 1,5 c'était 2/4. Et on ne s'est pas embêté, on a dit que 1 plus 2, ça donnait 3. 1/4 plus 2/4, c'est 3/4. C'était évident. Mais rien n'empêche, bien sûr, d'appliquer la même procédure ici. Je peux très bien repartir ici de 1/4 plus 1,5, en appliquant ici, en multipliant par 2 au-dessus et en dessous. Ici, ben, je vais tout simplement exprimer que 1/4, c'est 2/8. Voilà qui est fait. Et la même chose ici maintenant, je vais multiplier au-dessus et en dessous par 4, c'est-à-dire que je vais transformer le 1,5 en 4/8. Les voilà les 4/8. Voilà, et j'ai résolu mon problème puisque j'ai maintenant le même dénominateur. Je vois que le résultat, ce sera juste 4 plus 2, 6, 6/8. Et 6/8, je vois effectivement que c'est 3/4. Je peux simplifier cette fraction tout simplement en divisant ici par 2 au-dessus et en dessous. C'est ce que je vais faire, bien sûr. Je divise par 2 au-dessus et en dessous pour avoir 3/4. Voilà, c'est évidemment la même chose. J'obtiens exactement le même résultat, clairement. Voilà, si tout à l'heure j'ai pu passer comme ça par 2/4, ben c'est parce qu'on avait une situation particulière. Je pouvais ici tout de suite trouver ce qu'on appelle le plus petit commun multiple des dénominateurs, PPCM. Tu te rappelles certainement de cette petite abréviation, plus petit commun multiple. Et ton professeur tenait sans doute beaucoup à ce que tu passes par le plus petit commun multiple, plutôt que de passer par les huitièmes ici, il préférait que tu passes par l'écart. Le 8 est un commun multiple, clairement, de 2 et de 4, mais ce n'est pas le plus petit commun multiple. On sait que 2 rentre dans 4, donc 4, ce sera forcément le plus petit commun multiple. Mais voilà, quand on traite de calcul littéral, ça n'a plus de sens de rechercher le plus petit commun multiple. Comment est-ce que je pourrais trouver le plus petit commun multiple de B et de D? Si on ne connaît pas les valeurs de B et de D, on ne le connaît pas, bien sûr. Donc il n'est plus question de faire ça. On va simplement adopter la règle qui est ici pour calculer cette somme. On va simplement dire, il me faut le même dénominateur et donc je vais multiplier en haut et en bas ici par le dénominateur de la deuxième fraction. Et la deuxième fraction, je vais la multiplier en haut et en bas par le dénominateur de la première fraction. C'est ce qu'on a fait ici. Le 2 ici, que j'avais là, je le retrouve ici. Le 3 que j'ai ici, je le retrouve là. On fait un chassé croisé. On multiplie par D au-dessus en dessous, on multiplie par B au-dessus en dessous. Et voilà donc ce que ça donne. La première fraction, on va la transformer en multipliant par D, de manière à avoir B fois D au dénominateur.
Et la deuxième, eh bien, on va multiplier par B au-dessus, en dessous, pour avoir la même chose que là. Hein, D fois B, c'est B fois D. Et maintenant, je peux utiliser ma petite formule qui est ici. Quand j'ai le même dénominateur, ben, il me suffit d'additionner les numérateurs. Voilà. Alors ici, on combine plusieurs opérations. Les fois, les plus, ça devient un peu lourd. Hein. Je vais écrire ça comme on le fait d'habitude. D'habitude, on n'écrit pas la croix ici pour la multiplication. Ça prend cette forme-là, qui est un peu plus compacte. Jusqu'à présent, je voulais que tout soit bien clair dans ton esprit. Chaque fois qu'il y avait un fois, ben, je voulais que ce soit clair. Mais voilà, tu sais très bien qu'on peut supprimer les fois, et ça, c'est la formule qui te donne donc l'addition de deux fractions tout à fait quelconques. Et on voit que cette formule, eh bien, elle n'est pas si évidente que ça. Hein, le A plus C divisé par B plus D de tout à l'heure était bien plus commode. Voilà, c'est pas le cas. C'est ça et rien d'autre qu'il faut appliquer. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Voilà, hein, je la termine ici sur l'exemple d'erreur qu'on a jusqu'en première année en études supérieures. Ici, l'étudiant, il a simplifié le R avec le carré du R qui est ici et il a oublié de diviser le R carré qui est là. C'est-à-dire qu'il a appliqué, il n'a pas divisé le A qui est là, c'est l'équivalent, on a vu ça tout à l'heure. Voilà, c'est dommage bien sûr hein, que ça arrive. Alors ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que ce genre d'erreur arrive bien souvent parce qu'on ne sait plus interpréter les expressions. Hein, ces 4 séquences de révision que je t'ai proposées, si elles doivent servir à quelque chose, hein, c'est à te familiariser avec la notation des fractions. Parce que c'est ça qui pose problème. On n'arrive plus à interpréter l'écriture qui correspond aux fractions. Hein, par exemple, si je prends cette formule-ci, que je mets là en évidence en jaune, voilà, tu pourrais tomber là-dessus, hein, que vaut 1 sur A sur B. Je sais, je prends ça comme exemple parce que souvent les fractions de fractions posent d'énormes problèmes. On ne sait plus très bien quoi faire. Alors on est tendu et on essaie de se rappeler la formule. Hein, là, on m'a appris que le B ici peut remonter, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est souvent ça qui se passe. Et donc on applique des formules sans comprendre pourquoi, et dès qu'on a une situation plus complexe, on fait une erreur. Voilà. Donc ici, ce que je te conseille de faire, c'est de te familiariser avec l'écriture ici, mais surtout en réinterprétant à chaque fois la formule. Comment est-ce que je suis arrivé à B sur A ici? Est-ce que tu te rappelles de ça? Tout simplement en appliquant la petite formule qui est ici, avec le C qui vaut B. Si je multiplie par B au-dessus et en dessous, tu es d'accord que les B ici vont se simplifier et tu trouveras comme résultat B sur A. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je te conseille, donc, après ces 4 séquences de révision, eh bien, c'est d'appliquer ces petites procédures. Plutôt que de retenir par cœur ici que le B peut monter, eh bien, tu peux chaque fois revisualiser pourquoi. Si tu fais ça, tu ne feras plus d'erreur avec les fractions. Tu écriras ici le bon résultat et tu seras beaucoup, beaucoup plus à l'aise. Ok, donc n'hésite pas à faire ça. N'hésite pas à t'entraîner et à chaque fois que tu as une simplification, une opération à faire, essaye de réutiliser les petites formules qu'on a vues là, voilà, de façon à ce que ça devienne machinal, hein, que tu ne fasses plus d'erreurs, que l'écriture devienne tout à fait banale pour toi et tu posséderas à ce moment-là le langage mathématique correspondant aux fractions. Hein, je parle de langage ici parce que c'est vraiment ça, c'est une question de comprendre un langage. Si tu comprends le langage, tu sais interpréter, et quand on sait interpréter, on ne fait plus d'erreur. C'est ça l'idée. Donc tu apprendras un langage exactement comme quand tu apprends une langue étrangère, eh bien il faut t'entraîner. Ça ne marche pas sans entraînement. Donc n'hésite pas à t'entraîner avec des calculs pour que ces 4 leçons de révision te soient vraiment utiles. Voilà, je vais te laisser ici. Je te dis à bientôt pour d'autres découvertes sur Clipedia, bien entendu, et te remercie pour ton attention.